Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 21 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Marandi, est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur Marandi. Bonjour Nima, merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. C'est toujours un plaisir d'être dans ton émission et de parler à ton public. Je voudrais commencer par ce que le Yémen a fait hier, ce qui a surpris pas mal de monde. Après 12 ans de blocus et énormément de pression, voilà qu'ils sortent enfin de leur silence et qu'ils mettent la pression sur l'Arabie saoudite. Et à ce moment précis, qui est vraiment crucial, le détroit est fermé. La seule façon pour l'Arabie saoudite d'exporter son pétrole, c'est par la mer Rouge et par les ports qu'elle possède de ce côté-là de son territoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est coordonné avec des actes de résistance? Est-ce que c'est une décision interne, une politique nationale, parce qu'ils veulent décider de leur avenir au plus vite? Qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. Évidemment, les actes de résistance, eux, sont toujours coordonnés. Ce n'est pas comme s'il y avait un chef et puis des exécutants. On en parle depuis longtemps et on en a déjà discuté dans votre émission. L'un des mythes répandus en Occident, c'est que l'Iran aurait des proxys. Mais des proxys, ça veut dire des mercenaires. Or, des mercenaires ne se battent pas comme le Hezbollah. Des mercenaires ne font pas les mêmes sacrifices que le Hezbollah ou qu'Al-Sarallah pour le peuple palestinien. Les mercenaires ne font pas ça. Ce sont des gens qui ont des principes, de l'honneur, de la dignité et des convictions. Mais oui, il y a de la coordination. Et je pense que plusieurs choses se passent en même temps. D'abord, la situation au Yémen devient de plus en plus difficile à cause du blocus, et les gens souffrent. Les Iraniens ont envoyé un avion de passagers parce que l'Iran refuse le blocus. C'est barbare, inhumain. C'est ce que l'Occident a fait à la Syrie. C'est ce qu'il fait à Cuba. En réalité, ça vise directement les populations. Et l'Occident fait ça sans problème. On le voit à Gaza. Donc, les Iraniens ne reconnaissent pas le blocus. Ils ont envoyé un avion de passagers pour transporter des malades, des blessés, mais aussi une délégation venue du Yémen pour les funérailles. Il se trouve que j'ai rencontré des membres de cette délégation. J'ai passé quelques heures là où ils logeaient, puis je suis revenu pour une deuxième rencontre. C'était une très bonne réunion, avec des gens très simples, très amicaux, accessibles et manifestement importants. Mais dans nos échanges, il était clair qu'ils allaient dans cette direction. Et ça, c'était avant que l'avion ne fasse demi-tour vers Sanaa. Et puis, les Saoudiens ont bombardé l'aéroport. Mais même avant ça, ils allaient déjà dans cette direction. Quand les Saoudiens ont bombardé, certaines des personnes que j'avais rencontrées étaient à bord de cet avion. Ils ont donc mis en danger l'avion de passagers iranien. Ils ont mis en danger les passagers. Ils ont mis en danger l'équipage, qui est un équipage ordinaire, des hommes et des femmes qui travaillent sur différents vols. Ce ne sont pas des militaires, rien de tout ça. Et bien sûr, c'était un acte de guerre contre le Yémen. Donc ça a contribué à tout ça. Comme je le disais, c'était personnel. Ça a ajouté de l'huile sur le feu et renforcé la volonté des Yéménites de riposter et de briser le blocus, puisque l'Iran, lui, l'avait déjà brisé. Les Saoudiens ont commis un acte de guerre pour empêcher ça. Résultat, le Yémen a été encore plus en colère. Du coup, tout le projet a avancé, il a pris de l'élan et il a gagné un soutien populaire plus large parce que les Saoudiens ont bombardé le pays. Donc c'est un aspect de la situation, ou plutôt deux aspects réunis en un. Le blocus lui-même et ensuite l'attaque contre l'aéroport. Un autre point, c'est que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Maintenant que l'Iran a fermé ce détroit, les Saoudiens n'ont plus que la mer Rouge.
Et ce sont eux qui dirigent le blocus contre le Yémen. Les Saoudiens sont donc plus vulnérables qu'avant. Avant, ils exportaient, je ne sais pas, peut-être 1 million de barils de pétrole par jour depuis la mer Rouge. J'ai lu différentes estimations, disons 4, 4,5, à peu près 1 million de barils par jour exportés depuis là-bas. Et ils n'ont pas d'exportation depuis le Golfe Persique. Donc, les Saoudiens dépendent profondément, vraiment profondément, de la mer Rouge. Ça donne plus de poids au Yémen. Avant, si la mer Rouge était bloquée, mais que le Golfe Persique restait ouvert, avec 1 million de barils par jour passant par la mer Rouge, leur marge de manœuvre aurait été très limitée. Mais aujourd'hui, cette marge est énorme. Le Yémen a donc aussi cet intérêt-là. Et si on met tout ça ensemble, il faut ajouter que les États-Unis sont entièrement concentrés sur l'Iran. Ils ont déployé tous leurs moyens dans la région et leur attention est tournée vers l'Iran. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à obtenir de résultats contre l'Iran. On sait que l'Iran possède, et je crois qu'on en a déjà parlé, peut-être avant ou après une émission, des capacités de missiles quasiment illimitées. Ils produisent tellement de missiles et de drones qu'ils peuvent continuer très très longtemps. Donc les Iraniens frappent fort les Américains. Les Américains, eux, sont complètement concentrés sur l'Iran. Ils ne peuvent pas refaire la guerre au Yémen comme ils l'ont fait l'an dernier ou au début de la présidence Trump. Les mains des Américains sont liées. Le Yémen, lui, s'est préparé. Les Saoudiens sont beaucoup plus vulnérables. Ce sont eux qui ont provoqué le Yémen, qui ont commis un acte de guerre. Dans ces conditions, la situation n'a jamais été aussi favorable pour le Yémen. Si on met tout ça bout à bout, c'est le meilleur moment pour agir. Les Américains n'auraient que des ressources limitées à utiliser contre le Yémen. Les Saoudiens, eux, tout ce qu'ils ont passe par la mer Rouge. Et les Saoudiens ont bombardé le Yémen. Ils ont mené la guerre contre ce pays. Donc c'est une excellente situation pour le Yémen, le meilleur moment pour faire pression sur les Saoudiens afin de les faire céder, de mettre fin au blocus, à ce blocus inhumain et barbare soutenu par l'Occident. Et cela profite aussi à l'Iran, parce que maintenant que le Golfe Persique est fermé aux affaires, si la mer Rouge se ferme elle aussi, en plus du Golfe Persique, la crise pétrolière devient encore plus grave. Et bien sûr, les Saoudiens exportent aussi des produits pétrochimiques et d'autres marchandises depuis la mer Rouge. Les Saoudiens peuvent encore exporter par le canal de Suez, si Ansar Allah ne les frappe pas là-bas. Mais les grands navires ne peuvent pas passer par le canal de Suez. Et la plupart des marchés saoudiens, si ce n'est tous, je ne sais pas, mais la plupart en tout cas, sont des marchés asiatiques. Leur pétrole est presque entièrement destiné à l'Asie. Donc, si les Saoudiens veulent passer par le canal de Suez, ils doivent utiliser de petits navires et contourner l'Afrique. Mais même dans ce cas, ils devraient revenir en contournant à nouveau l'Afrique par le canal de Suez. En somme, c'est une situation catastrophique pour l'Arabie saoudite. Oui, je pense, comment voyez-vous la réaction possible de l'Arabie saoudite? L'une des options serait de redoubler d'efforts, peut-être en attaquant le Yémen, mais ça ne semble pas vraiment leur être favorable. Une autre possibilité serait d'accepter la situation, ce qui serait une humiliation pour l'Arabie saoudite. Et puis, il y a l'idée de discuter avec le Yémen en coulisses ou de conclure un accord secret. Mais à mon avis, le Yémen n'accepterait pas parce qu'ils doivent rendre ça public. Ce n'est pas seulement une affaire entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont tous ensemble imposé le blocus au Yémen. Alors selon vous, comment vont-ils réagir? How do you see the reaction? First of all, it's very strange to me. D'abord, je trouve que c'est un geste vraiment étrange. Les Saoudiens ont bombardé l'aéroport international du Yémen
alors que c'est un aéroport civil et qu'il s'agissait simplement d'un avion de passagers iranien. La délégation venait en Iran pour des funérailles. Une délégation saoudienne y participait aussi. Donc pour moi, rien que ça, c'est complètement absurde. Certains disent que les Américains ont mis la pression sur les Saoudiens. Là encore, ce serait très maladroit. Mais je n'en sais rien. Je ne pense pas que les Saoudiens se laisseront faire aussi facilement par le Yémen. À mon avis, on va probablement en arriver à une escalade. Le Yémen pourrait commencer à frapper des pétroliers, les Saoudiens répliqueraient par des bombardements, et ensuite, le Yémen pourrait tirer des missiles sur les installations pétrolières saoudiennes. Ça pourrait vraiment mal tourner. Au final, je pense que l'Arabie saoudite devra reculer, parce qu'elle ne peut tout simplement pas vaincre le Yémen. Je veux dire les Saoudiens et toute la région, le Qatar, les Émirats, le Koweït, Bahreïn, la Turquie, la Jordanie, l'Égypte, tout le monde, et tout l'Occident aussi. Ils soutenaient la guerre génocidaire contre le Yémen. Le Conseil de sécurité de l'ONU, sous la pression saoudienne, a adopté une résolution contre le gouvernement yéménite. Ils ont donc mené une guerre génocidaire qui a duré 7 ans. Bien sûr, après 2 ou 3 ans, la Turquie et le Qatar ont quitté cette sorte de coalition informelle parce que les Émirats et l'Arabie saoudite ont pris pour cible le Qatar et lui ont imposé un blocus. Mais au début, ils participaient tous à ce génocide, à l'étranglement du peuple yéménite. Ils ont bombardé des funérailles. Ils ont frappé cette immense cérémonie où des centaines de personnes ont été tuées. Ils ont bombardé des bus scolaires. Il y a eu un cas où beaucoup d'enfants ont été tués. Et l'Occident les aidait en leur fournissant des armes. Des milliers de conseillers militaires, surtout britanniques, aidaient les Saoudiens à tenir le coup. Les Britanniques ont été profondément impliqués dans le génocide au Yémen et aussi dans celui à Gaza, l'armée britannique. C'est vraiment sinistre. Mais au final, après 7 ans, ils ont échoué. Et après 7 ans, quand le Yémen a commencé peu à peu à développer son programme de drones et de missiles, ils ont commencé à viser les infrastructures critiques de l'Arabie saoudite. Et c'est ça qui a conduit au cessez-le-feu. Alors imaginons que les Saoudiens recommencent à bombarder le Yémen. Qu'est-ce qu'il y a encore à bombarder? Mais si le Yémen se met à tirer des drones et des missiles sur les Saoudiens, sur les pétroliers, les raffineries, les usines pétrochimiques, les stations de pompage de l'oléoduc, sur les installations pétrolières, alors les dégâts pour l'Arabie saoudite pourraient être très graves, surtout avec la situation actuelle dans le Golfe Persique. Cela pourrait provoquer de l'instabilité en Arabie saoudite. Donc oui, les Saoudiens peuvent bombarder le Yémen. Mais qu'est-ce qu'il reste à bombarder? Les Américains ont déjà mené la guerre contre le Yémen. Les Saoudiens l'ont fait pendant 7 ans et ils ont échoué. Alors tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tuer encore plus d'enfants, bombarder encore plus d'écoles, de bus scolaires, frapper des mariages et des funérailles, mais ils ne gagneront pas. Et c'est exactement le même problème pour les Américains. Eux aussi bombardent des écoles, des hôpitaux. Ces derniers jours, ils ont bombardé un hôpital pour enfants à Ahvaz. Ils ont frappé des ponts. Mais ils ne peuvent pas gagner cette guerre. La même logique s'applique donc à l'Arabie saoudite. Les Américains ne peuvent pas gagner, mais ils continuent quand même. On dirait bien que la logique dans le camp américain, dans l'Empire occidental et chez ses alliés est tout simplement inexistante. Il y a 2 points de vue sur la guerre entre l'Iran et l'Inde. Le premier, c'est que les États-Unis, dans les prochains jours, vont lancer des attaques, qu'ils vont intensifier leurs frappes sur le sol iranien. Et l'autre, c'est que les États-Unis chercheraient plutôt à obtenir une sorte de pause, comme l'a mentionné le président du Parlement iranien dans un tweet. Il disait que d'un côté, ils poussent pour une pause, et de l'autre, ils envoient énormément d'armes dans la région.
C'est exactement ce qu'a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors de son interview il y a 2 jours. Il a déclaré qu'ils savent très bien ce que font les États-Unis. Pendant qu'ils demandent un cessez-le-feu ou une trêve, ils se préparent en réalité à la prochaine phase de la guerre. Est-ce que c'est toujours ce sentiment-là aujourd'hui en Iran? Is that the same sentiment right now in Iran? Yes, there's no talk of any ceasefire. Oui, il n'est absolument pas question de cesser le feu. Les Iraniens n'accepteront pas de cesser le feu et la guerre va continuer. Que les États-Unis décident d'intensifier ou non, elle continuera à moins qu'ils ne répondent aux exigences de l'Iran pour un cessez-le-feu. Et bien sûr, ces exigences, c'est le protocole d'accord, mais il ne suffit plus de l'accepter. Il faut maintenant le mettre en œuvre. En plus, les demandes iraniennes ont augmenté. Donc les États-Unis se sont placés dans une situation bien plus difficile qu'avant. Les Iraniens ne vont faire aucune concession. Il n'y aura pas, je ne sais pas, un cessez-le-feu de 5 jours, de 10 jours, de 20 jours. Rien de ce genre. 10-day ceasefire, 20-day ceasefire, anything like that. And as you see, the Iranians are hitting the United States hard. Comme vous le voyez, les Iraniens frappent durement les États-Unis. Les choses deviennent de plus en plus compliquées pour les Américains, parce que les Iraniens détruisent littéralement les capacités américaines dans la région du Golfe Persique. Du coup, les Américains ont dû rapatrier leurs moyens jusqu'en Jordanie. Et maintenant, l'Iran frappe la Jordanie avec une grande précision. Ça rend la guerre beaucoup plus coûteuse pour les Américains, parce qu'ils doivent faire voler leurs avions depuis la Jordanie. Et il se peut qu'ils doivent bientôt déplacer ces moyens encore plus loin. Tout ça rend la campagne de bombardement bien plus chère, pas seulement à cause du carburant, mais aussi parce que les avions doivent être révisés. Ça complique vraiment les choses. Et bien sûr, les Iraniens causent beaucoup de dégâts aux forces américaines. Chaque jour, l'Iran dispose d'un excellent renseignement et il a beaucoup de gens sur le terrain, dans tous ces pays, qui collaborent avec lui. Donc, vous savez, on ne sait pas ce qui va pas se passer. Franchement, je n'ai aucune idée de ce que Trump fera aujourd'hui, encore moins demain ou la semaine prochaine. Mais les Iraniens, eux, sont prêts à tous les scénarios. Si les Américains veulent intensifier le conflit, les Iraniens le feront aussi. Si les Américains veulent viser des infrastructures critiques, l'Iran peut en viser de bien plus importantes et avec beaucoup plus de facilité. C'est beaucoup plus simple pour l'Iran parce que toute l'infrastructure essentielle du régime dans le Golfe Persique se trouve juste en face de lui. Ils sont littéralement le long de la côte du Golfe Persique. Parfois, on entend dire, et je l'ai déjà dit, que les Saoudiens et d'autres vont construire davantage d'oléoducs. Mais ça ne change rien. Qu'ils en construisent ou non, toutes les installations pétrolières, toutes les ressources en gaz et en énergie sont ici. Il faut bien les extraire d'ici pour les envoyer ailleurs. Donc, tout est juste devant eux. En Iran, les centrales électriques sont peu nombreuses, mais elles sont très grandes. Mais l'Iran a de plus petites centrales électriques réparties dans tout le pays et l'Iran fabrique ses propres équipements, donc il peut les réparer. Du coup, ce sera beaucoup plus difficile pour les Américains de détruire les infrastructures iraniennes. Ce serait coûteux, ce serait, vous savez, le crime ultime. Mais les Iraniens peuvent infliger bien plus de dégâts et beaucoup plus facilement, et ça ferait s'effondrer toute l'économie mondiale. Parce que si ça arrive, alors le détroit d'Ormuz devient sans importance, qu'il soit ouvert ou fermé. Parce que s'il n'y a plus de gaz, plus de produits pétrochimiques, plus de pétrole, plus d'hélium, plus d'engrais, alors à quoi bon le détroit d'Ormuz? Ce serait une catastrophe pour l'économie mondiale. So it would be catastrophic for the world economy. And Iran will not hesitate at all. Et l'Iran n'hésitera pas une seconde à détruire ses cibles si les États-Unis font un faux pas. Donc peu importe comment tout ça se déroule, ça ne se terminera pas bien pour les États-Unis.
Quelle que soit l'issue, ça finira très mal. Et même si les États-Unis capitulaient aujourd'hui et revenaient au protocole d'accord, l'Iran n'ouvrira pas le détroit d'Ormuz. Ça n'arrivera pas. Ils doivent remplir leurs obligations, et il y en aura d'autres en plus. Il y a le Yémen. Le siège devra être levé. Et puis il y a Gaza. Gaza devra être traité aussi. Donc plus les États-Unis violent leurs engagements, plus l'Iran devient exigeant. Et maintenant que le Yémen a rejoint le mouvement, ça va rendre le problème encore plus urgent pour les États-Unis. Et les États-Unis n'ont pas la puissance militaire nécessaire pour faire face à l'Iran et au Yémen en même temps. Et puis, il y a la question de l'Irak, parce que la résistance en Irak est énorme. Ils sont très nombreux, très bien financés et très bien armés. C'est une force bien plus importante que le Hezbollah et toutes ses réserves réunies. Donc, vous voyez, ils pourraient très facilement prendre le Koweït demain. Et vous savez, l'Irak, historiquement, a des revendications sur le Koweït. Et si les choses devaient vraiment dégénérer et qu'ils décidaient de prendre le Koweït, je ne pense pas que les Iraniens s'y opposeraient. Et puis bien sûr, le reste de ces régimes dans la région. Vous savez, l'Arabie saoudite est maintenant un peu encerclée. Et les autres, comme les Émirats arabes unis, ne peuvent plus utiliser Fujairah. Vous avez vu combien de navires l'Iran a frappé ces derniers jours. Donc aucun de ces pays n'est en bonne posture. Les États-Unis non plus ne sont pas en bonne posture. Il n'y a pas de bon scénario. Même si les États-Unis mettaient fin à tout ça maintenant, il y aurait quand même beaucoup de dégâts pour l'économie mondiale. Mais je ne pense pas que ça va se terminer de sitôt. Pour l'instant, ça ne va pas s'arrêter et ça pourrait même s'aggraver. Et tout ça, c'est mauvais pour Trump, mais ce n'est pas lui qui décide. Tucker Carlson dit qu'il n'est qu'un esclave. Tucker Carlson says he's just a slave. Je pense que les cibles sont importantes à ce stade de la guerre. Et on a appris que les États-Unis avaient essayé de frapper l'une des centrales nucléaires. C'était à Darwen, dans l'État du Khouzestan. Et hier soir, on a appris qu'ils tentaient à nouveau, après avoir déjà essayé d'attaquer la centrale nucléaire de Bushehr. Hier soir, ils essayaient encore de la frapper. Est-ce que ça va mettre la pression? Je ne sais pas quelle est la communication entre l'Iran et la IEA, parce qu'au moins, eux peuvent exercer une pression. Ils disent, on va sortir du TNP. Est-ce que ça va vraiment arriver? Eh bien, vous savez, l'Iran a déclaré qu'il n'était pas intéressé par les armes nucléaires. Il y a la fatwa, et cette fatwa, à ma connaissance, est toujours en vigueur. Mais souvenez-vous de ce qu'a dit le docteur Larijani, le martyr docteur Larijani. Il a dit que si l'Iran faisait face à une menace existentielle, sa posture nucléaire changerait. Le docteur Karazi l'a dit aussi, un autre martyr, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il a dit la même chose. Donc je pense que tout dépend des circonstances. Ce que fera l'Iran dépendra de la situation. Mais évidemment, l'Iran va utiliser ces attaques pour au moins exposer les États-Unis aux yeux du monde et essayer de faire pression à travers l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais cette agence est dominée par l'Occident. Si vous regardez le Conseil, la majorité des voix appartient aux pays occidentaux. Ce n'est pas un organisme démocratique. Tu sais, avec la Corée du Sud, par exemple, ils peuvent toujours obtenir une majorité. Le mouvement des non-alignés, le Sud global, tous ensemble, ça reste une minorité. Donc ce n'est pas enfin les Nations Unies, tous ces organismes de l'ONU ou affiliés à l'ONU, ils sont conçus de manière à ce que l'Occident les contrôle. Même pas la Russie ou la Chine. Eux, ils ont de l'influence, oui, mais c'est l'Occident qui les contrôle. L'IEA, c'est un outil et elle ne condamnera jamais les États-Unis. Mais l'Iran a dit que chaque fois que des infrastructures critiques sont visées, il ripostera. Et ce qu'on voit, ce qu'on a vu ces 9 ou 10 derniers jours, c'est que l'Iran frappe les États-Unis plus fort
que les États-Unis ne frappent l'Iran. Et le taux de réussite iranien est plus élevé que celui des Américains. Les Iraniens, comme je te l'ai déjà dit, ont beaucoup de leurres. Les États-Unis n'ont pas l'air d'avoir une très bonne intelligence. Et l'Iran, lui, déplace sans arrêt ses installations. Le pays, c'est à peu près la taille de l'Europe. C'est montagneux, le terrain n'est pas plat, loin de là. Alors que les États-Unis, eux, sont coincés dans quelques bases éparpillées dans la région, souvent sur des terrains plats. Ils n'ont pas beaucoup d'endroits où aller. Du coup, l'Iran installe des leurres un peu partout et déplace ses équipements. Les Américains restent bloqués dans ces bases et les Iraniens les frappent directement. Et puis, il faut voir les conditions. Parfois, il fait 50 degrés, plus de 50 même, avec une humidité énorme en pleine journée. Tout ce matériel, s'il n'est pas détruit pendant les frappes, reste exposé à la chaleur et à l'humidité. Quant aux soldats, enfin, c'est clair, la situation n'est vraiment pas bonne pour les États-Unis. Oui, je pense que l'attaque en Jordanie a d'une certaine façon changé le calcul du côté de l'administration Trump. Parce que c'est la première fois qu'on s'en prend non seulement aux forces américaines, mais aussi aux hélicoptères, aux avions de chasse sur place. C'était quelque chose de nouveau. Et puis, comme vous l'avez mentionné, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré recevoir beaucoup de renseignements de l'armée en Jordanie et aussi de la population jordanienne. C'est la réalité de la société dans ces pays. Je suppose que c'est pareil pour tous les pays du Golfe, parce que la population n'est pas vraiment connectée à la direction. Elle ne ressent pas les choses de la même manière. C'est pour ça que les Iraniens obtiennent beaucoup d'informations de la part des habitants de ces pays. Est-ce que c'est bien le cas? Vous savez, un jour, le rédacteur en chef international d'un grand média indien m'a dit quelque chose. On était à une conférence, je crois que c'était en Chine ou en Corée du Sud, il y a 8 ou 9 ans, donc ça remonte un peu. Il m'a dit, et je ne dis pas que c'est forcément exact, mais il y a une part de vérité là-dedans. And small. Il m'a dit que le gouvernement indien dispose de plus de renseignements sur tous les pays du Golfe Persique que n'importe quelle agence de renseignement occidentale. Et selon lui, la raison, c'est qu'il y a des millions d'Indiens qui y travaillent, donc ils sont partout. Il me disait, on est dans les palais, on est dans les rues, on est partout. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement des millions d'Indiens, mais aussi des gens venus du monde entier qui travaillent dans ces pays. Les citoyens, eux, sont une petite minorité, notamment au Qatar et aux Émirats. En Arabie Saoudite, il y a énormément de travailleurs étrangers, et au Koweït aussi. Donc il y a beaucoup de monde. Ce ne sont pas seulement les citoyens eux-mêmes, dont beaucoup peuvent être très en colère que leur gouvernement se soit aligné de cette manière sur le régime, ou du moins sur l'Empire, ou dans certains cas sur le régime israélien, littéralement. Ce ne sont pas seulement eux, mais aussi les travailleurs étrangers. Donc on parle de plusieurs millions de personnes. Et bien sûr, en Jordanie, tout le monde sait que le gouvernement jordanien est sans doute le plus obéissant de tous les régimes de la région envers Israël et les États-Unis. Après tout, le roi de Jordanie est. Bref, le niveau de renseignement de l'Iran est exceptionnellement élevé. Les réussites de l'Iran dans ses frappes sont très importantes. Celles des Américains, beaucoup moins. Et pour eux, cette guerre coûte extrêmement cher. La logistique, c'est un problème énorme, très difficile à gérer. Les Américains n'arrivent pas à se stabiliser parce qu'ils sont sans cesse attaqués. Comme je l'ai dit, ils se sont éloignés du Golfe Persique pour se rapprocher de la Jordanie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont devoir bouger, peut-être aller en Israël, à Chypre ou ailleurs. Du coup, ils ne peuvent pas se concentrer comme ils le voudraient sur la guerre contre l'Iran.
Et ça, évidemment, ça aide l'Iran à mieux mener la sienne. Donc rien de bon ne sort de tout ça pour les États-Unis. En ce moment, c'est zéro. Les Iraniens ont frappé de nombreux navires ces derniers jours, des navires qui essayaient de passer par le détroit d'Ormuz. Et ce sont des navires qui tentaient de partir, pas d'entrer. Donc, c'est un autre problème. D'accord, disons que quelques navires arrivent à sortir, mais rien ne rentre. Résultat, il ne reste presque plus rien qui quitte le détroit d'Ormuz. Désormais, il n'y aura plus d'énergie saoudienne, ni d'engrais, ni d'autres produits. Bref, tout ce qu'ils exportent depuis la mer Rouge, qui passera par le Bab el-Mandeb. Chaque jour, la crise s'aggrave, et tout cela vient s'ajouter à 4 mois de pénuries qui se sont accumulées. Au bout du compte, la raison pour laquelle Trump a accepté le protocole d'accord, c'est qu'il disait « on est à 4 semaines de manquer d'énergie ». Alors, disons que pendant les 2 ou 3 semaines où le protocole a partiellement fonctionné, parce que les Américains violaient la plupart de leurs engagements dès le départ, les exportations ou le pétrole quittaient bien le golfe Persique. Mais cela n'a pas réduit la pénurie. En fait, la pénurie n'a pas continué à s'aggraver. Pendant cette période, disons que un peu plus de pétrole que d'habitude quittait le golfe Persique. Bon, on peut exclure les 2 ou 3 premiers jours, quand l'Iran a refermé le détroit d'Ormuz pour compenser, pour annuler en quelque sorte cet excédent de pétrole. Mais depuis 5 ou 6 jours, les pénuries s'accumulent un peu partout dans le monde. Autrement dit, les pénuries précédentes s'aggravent dans tous les secteurs, pour tous les biens. Et maintenant, il faut ajouter la mer Rouge à tout ça. Donc le rythme auquel le monde s'approche d'une falaise économique s'accélère. Le temps ne joue pas en faveur de Trump, et les combats ne se passent pas bien. Certains disent que Trump veut lancer une opération terrestre. C'est possible. Bien sûr, c'est très difficile d'imaginer faire ça avec une telle chaleur. D'autres pensent qu'il le fera dans 2 ou 3 mois, à l'automne. Mais d'ici là, je pense que l'économie sera en ruine et que la colère et le mécontentement vont grandir aux États-Unis. Et puis, il y a les élections de novembre. Si la situation se dégrade, ce sera un désastre. Donc, je ne vois pas de bon scénario pour les États-Unis, quelle que soit la manière dont on regarde les choses. Ni pour les Saoudiens, ni pour aucun de ces régimes du Golfe Persique. Et pour nous non plus, ce n'est pas simple. Mais au bout du compte, l'Iran sortira vainqueur. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et l'axe de la résistance aussi. Ils parlent de Hark, de Larak. Malheureusement, j'ai vu que l'un d'eux parlait de l'île de Keshm. Keshm, c'est la plus grande île du Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest. Ça ne va pas être si simple pour eux de... Je ne sais pas ce qui se passe. Et tout ça, c'est plat. C'est tout près des côtes iraniennes. Donc les Iraniens n'ont pas besoin d'utiliser uniquement leurs drones et missiles longue portée. Ils peuvent tirer des missiles à courte portée. Ils ont des troupes au sol, leurs propres forces terrestres. Ils ont aussi leurs propres drones, comme ceux qu'utilise le Hezbollah, par exemple. Ils ont leur propre matériel. Alors, une fois que ces forces entrent dans les hauteurs ou sur le continent, ce ne seront plus les mêmes drones que vous voyez tirer vers le Koweït, ni les missiles lancés sur Bahreïn ou ailleurs. Ce sera un nombre bien plus important de drones et de roquettes qui s'abattront sur eux, littéralement comme une pluie. C'est une plaine complètement à découvert, tout près des côtes iraniennes. On peut facilement les frapper depuis plusieurs directions, depuis les montagnes. Et quel impact ça aurait sur l'Iran? Aucun. Je veux dire, d'accord, imaginons qu'ils prennent l'île de Hark. Eh bien, les Américains ont déjà imposé un blocus sur les ports iraniens. Donc le pétrole ne part plus sur le marché mondial. Alors, qu'ils prennent l'île ou qu'ils ne la prennent pas,
De toute façon, il n'y a pas d'exportation depuis le détroit d'Ormuz. Donc s'ils envoient leurs troupes, c'est juste pour pouvoir dire que, enfin, leur idée, c'est de prendre du territoire et de dire ensuite aux Iraniens, on ne partira que si vous nous faites des concessions. Mais c'est absurde. Il n'y a pas la moindre chance que les Iraniens acceptent ça. Leur principale force, c'est leur armée de terre. Et cette armée est équipée de missiles, de roquettes, elle dispose de bases souterraines et elle utilise la géographie à son avantage. Je veux dire, est-ce qu'ils n'ont pas tiré les leçons du fait que l'Iran a réussi à utiliser toutes ces bases souterraines de missiles et de drones pour les vaincre? N'ont-ils pas compris que la doctrine militaire iranienne est faite de telle sorte qu'ils peuvent tout simplement, enfin, c'est une stratégie brillante. Les Américains devraient avoir compris depuis longtemps que les Iraniens finiront par les battre. Donc vous voyez, on peut prendre l'île de Karg. D'accord, l'Iran ne peut plus exporter de pétrole, mais de toute façon, l'Iran n'en exporte pas. Et ensuite, vous pouvez déployer vos forces, mais les Iraniens peuvent les éliminer beaucoup plus facilement, ou les capturer. Et là, vous vous retrouvez dans une situation complètement nouvelle. Et pendant ce temps, l'économie mondiale s'enfonce, parce que le temps joue contre nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de pétrole, pas d'énergie, pas d'engrais, pas de produits pétrochimiques qui iront quelque part. Et maintenant, on ajoute la mer Rouge à tout ça. C'est complètement fou. Mais on fait face à quelque chose d'irrationnel. L'Occident est totalement irrationnel. Les élites, elles, n'ont aucun sens moral, comme on l'a vu à Gaza, au Liban et partout en Palestine. Elles n'ont aucun sens de l'honneur, comme on le voit dans leur manière de négocier, puis de déchirer leurs accords avec l'Iran à plusieurs reprises et avec d'autres aussi. C'est un empire qui se désagrège et qui se débat, un peu comme quelqu'un qui nage, qui se noie et qui se débat pour essayer de se sauver. Voilà à quoi ressemble cet empire à mes yeux. Dangereux, mais en train de mourir, en train de se noyer. Je pense que ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'hier, j'écoutais le général Keith Kellogg plaider encore pour occuper, pour intervenir, pour envahir l'Iran ou certaines de ses îles. Le problème, c'est qu'il ne réalise pas, comme vous l'avez dit, la puissance de l'armée de l'air iranienne, ni celle des forces terrestres. La plupart de ses commandants, aujourd'hui, ont participé à la guerre entre l'Iran et l'Irak. Pendant 8 ans, ils ont combattu sur le terrain contre les Irakiens. Et l'autre point, c'est que chaque fois qu'on parle d'Al-Qaïda ou de Daesh, tout tourne autour de l'Iran et de la stratégie iranienne sur le terrain. Même dans le cas de Daesh, la Russie a essayé d'aider l'Iran avec son aviation, avec ses avions de chasse. Mais ceux qui combattaient réellement Daesh et Al-Qaïda sur le terrain, c'étaient les forces iraniennes et les groupes formés par ces forces iraniennes. Et ça, c'est complètement passé à côté dans leurs calculs, quand ils envisagent d'occuper, d'intervenir au sol ou d'envahir l'Iran, que ce soit dans l'ouest du pays, dans le sud, ou quel que soit leur plan. Donc, il n'y aura pas d'exportation et ils vont devoir faire venir toutes ces troupes dans un pays grand comme l'Europe, plein de montagnes. Les coûts logistiques pour maintenir cette opération ou cette occupation seraient énormes. Et en plus, ils auraient une population locale en colère. Les forces armées iraniennes, comme vous le savez, et vos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, comprennent aussi une force de volontaires, les Basiji, présents partout. C'est un peu comme les forces de réserve du Hezbollah, ou comme certaines forces de mobilisation populaire en Irak. C'est une force de volontaires. Toutes les villes en ont, tous les villages en ont, et ils sont devenus beaucoup plus populaires. Depuis le début de la guerre, il y a 4 ou 5 mois, j'ai eu des étudiants, enfin pas les miens directement, mais des étudiants avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit qu'un étudiant leur avait confié avoir participé aux émeutes.
he who told me that he was a part of the riots. He was. I didn't ask what he did or anything, but he just told me that. Il m'a dit qu'il était impliqué, sans que je lui demande ce qu'il faisait exactement. Après le début de la guerre, il est venu me voir en disant qu'il avait fait une erreur et qu'il voulait se racheter. Plus tard, j'ai appris qu'il avait rejoint le Basij et qu'il participait comme volontaire au point de contrôle pendant la guerre. Aujourd'hui, le Basij et les forces armées sont devenus extrêmement populaires. On voit ça dans le sud, mais aussi dans toutes les villes, les bourgs et les villages. Donc, d'un côté, les forces armées iraniennes vont frapper les Américains, et de l'autre, les habitants feront de même. Les Américains devront se battre contre tout le monde et faire venir tout leur matériel depuis les États-Unis, en épuisant les ressources qu'il leur reste. Ce n'est tout simplement pas tenable. Ils vont perdre, et l'économie mondiale s'effondrera si c'est la voie qu'ils choisissent de suivre. Les Américains les appellent des volontaires, mais en Russie, on les appelle des contractuels. À mon avis, l'Iran a sa propre version, parce que ne sont pas des volontaires payés. On peut les appeler volontaires, mais ils ne reçoivent pas cet argent. Aux États-Unis, ces gens-là travaillent avec le gouvernement, ils discutent avec le Pentagone et les forces armées, ils sont rémunérés pour faire quelque chose. Mais la relation entre les Basiji et l'Iran, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de bien plus profond. Alors, les Basiji, eux, ils ne touchent pas d'argent. C'est une force de volontaires. Au maximum, on leur donne un uniforme. Et s'ils sont actifs quelque part, on leur offre le déjeuner et le dîner, ou quelque chose comme ça. Mais ils n'ont pas de salaire. Bien sûr, s'il y a la guerre ou autre chose, peut-être qu'ils trouveront un moyen. Mais je ne vois pas comment les Américains pourraient tenir aussi longtemps. Et les Iraniens ne vont pas le permettre. Je veux dire, les Iraniens sont prêts pour une guerre très longue. L'Iran, on en a parlé au début de la guerre, pendant les combats du Ramadan, la guerre du Ramadan, qui continue encore. En fait, la guerre n'a jamais vraiment pris fin. Mais pendant la guerre du Ramadan, je t'avais dit que l'Iran voulait une invasion terrestre et que l'Iran voulait que la guerre dure longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en finir une bonne fois pour toutes. Battre les États-Unis, les faire partir et qu'ils ne reviennent jamais. Les Iraniens se préparent donc à une guerre très, très longue, qui pourrait durer bien au-delà de l'année prochaine. Depuis la guerre de 12 jours et depuis les 40 jours de combat, ils se préparent encore davantage. Le programme militaire lié à l'effort de guerre, aujourd'hui, est immense. Les Iraniens investissent dans les missiles, les drones, différents types de drones et de missiles, ainsi que dans d'autres équipements pour les combats terrestres, et ainsi de suite. Ils agrandissent aussi leurs bases souterraines de missiles pour pouvoir tenir très longtemps. Ils ont modernisé leurs anciens missiles et ils les utilisent. Je veux dire, ils ont tellement de missiles et de drones dans ces bases souterraines qu'ils peuvent continuer indéfiniment. Et en même temps, ils produisent des systèmes d'armes encore plus avancés. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas seulement des drones ou des missiles à longue portée. Il y a aussi ceux qu'ils vont utiliser directement au combat, là où les troupes au sol s'en serviront. Des drones, des roquettes et des missiles à courte portée contre les forces d'occupation américaines. Donc, l'Iran est prêt pour une guerre longue. Mais pendant ce temps, l'économie mondiale va s'effondrer et on aura une dépression mondiale. Et quand cette dépression mondiale arrivera, je ne pense pas que les Américains pourront rester sur place. Ils n'en auront tout simplement plus les moyens financiers et la situation intérieure sera, à mon avis, instable. Les États-Unis ont retiré la plupart de leurs armes des pays du Golfe et les déplacent vers la Jordanie parce qu'ils pensaient que la situation serait différente là-bas. La Jordanie est aussi très proche d'Israël.
En ce moment, avec les attaques iraniennes qui se dirigent vers la Jordanie, est-ce que vous pensez que si les États-Unis transfèrent toutes ces armes, les avions de chasse, les ravitailleurs, qui sont essentiels, la guerre risque d'atteindre Israël? Well, first of all, the Americans still have a lot of stuff for Iran to destroy. D'abord, les Américains ont encore beaucoup de matériel que l'Iran peut détruire parce qu'ils ont amené énormément d'équipements et de systèmes radars. Et ce qui est intéressant, puisque vous avez mentionné Israël, c'est que l'Iran est en train de détruire toute cette infrastructure radar qui avait été mise en place. Ce qui est clair, c'est que les États-Unis ont développé tous ces systèmes pour protéger Israël. Tout cela faisait partie d'un ensemble de couches successives de défense, utilisant ces régimes et la Jordanie pour défendre Israël. Et maintenant, tout ça est en train d'être détruit. Ces lignes de défense qui protégeaient Israël, le régime israélien, contre les drones iraniens, surtout les drones, mais aussi les missiles, bien sûr. Ces lignes de défense sont en train de disparaître. Those lines of defenses are disappearing. Second of all, a lot of the American equipment Deuxièmement, une grande partie du matériel américain ne peut pas être transféré en Jordanie parce qu'ils en ont besoin pour l'offensive terrestre. Du coup, l'Iran les détruit. Troisièmement, les Américains retirent beaucoup de leurs avions du Golfe Persique parce qu'ils sont endommagés ou détruits. Mais la Jordanie n'a pas assez d'espace, donc ils ne peuvent pas les entreposer dans de bonnes conditions. Et ça veut dire que la chaleur, l'humidité, les tempêtes de sable, tout ça cause encore plus de dégâts. Et ensuite, quand les Américains veulent utiliser ces avions, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ces opérations, chaque fois qu'ils veulent attaquer l'Iran, ils doivent voler plus loin et ça coûte plus cher. Ce n'est pas bon pour les avions. La consommation de carburant est beaucoup plus élevée. Et puis, bien sûr, maintenant que la Jordanie est touchée, ils doivent encore bouger. Donc, vous savez, ça pourrait mener jusqu'à Israël. Mais je ne pense pas que l'Iran veuille déclencher une guerre contre la machine israélienne. Je pense que l'Iran va attendre que les Israéliens attaquent, pour plusieurs raisons. D'abord, l'Iran n'a pas pour politique d'initier une guerre. C'est contraire à ses principes religieux, en général. Et puis, l'Iran ne veut pas non plus. Je pense que la situation à l'intérieur d'Israël est très mauvaise. Le Conflicts Forum, l'organisation d'Alistair Crook et sa femme Aisling, qui travaillent aussi sur ces questions, font beaucoup de bon travail sur la presse du régime israélien et tout ça. La situation en Israël n'est vraiment pas bonne. Elle est très mauvaise, très explosive. Donc, je ne pense pas que ce serait, enfin, personnellement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée pour l'Iran de prendre l'initiative. Vous voyez, l'élection approche, alors laissons les tensions, la haine et l'hostilité monter d'elles-mêmes. Bennett n'a pas besoin d'aider Netanyahou. Parce que si l'Iran attaque en premier, ça profiterait sans doute à Netanyahou. Mais si c'est Netanyahou qui frappe d'abord, et qu'ensuite l'Iran riposte violemment contre Israël, là, ça ne donnera pas une bonne image du régime. Et comme je l'ai dit, ces couches de défense sont en train d'être détruites en ce moment. Donc oui, je pense qu'Israël, même s'il n'est pas directement impliqué pour l'instant, devient de plus en plus vulnérable parce que ces couches de défense sont en train d'être anéanties. Smotrich a déclaré qu'Israël n'avait aucun intérêt, il l'a dit hier soir, à se joindre à la confrontation limitée entre l'Iran et les États-Unis. Et selon lui, la situation actuelle est la meilleure possible pour nous. Israël a besoin d'une Amérique forte et l'Amérique est en train de perdre la guerre. Les Iraniens, eux, continuent de soutenir la résistance et l'Iran détruit toutes ces couches de défense qui se trouvent entre l'Iran et Israël. Toutes, sans exception. L'Iran est littéralement en train d'effacer tous ses atouts américains dans la région du Golfe Persique et en Jordanie. Et tout ça, c'est pour Israël. Les bases radars américaines en Turquie, bien sûr,
sont aussi des atouts importants. Mais au sud, ces positions sont énormes et elles ne peuvent pas être remplacées par l'Irak. L'Iran ne le permettra pas. En Syrie non plus, elles ne peuvent pas être remplacées parce que l'Iran ne le permettra pas non plus. Et la Syrie, elle, est dans un très mauvais état. J'ai parlé à quelques personnes en Syrie ces derniers jours et l'économie s'est complètement effondrée. Des gangs rôdent dans différents quartiers. Chaque zone est contrôlée par un groupe différent. Il n'y a plus d'autorité centrale. Beaucoup des anciens alliés de Jolani se retournent contre lui pour toutes sortes de raisons. Et personne n'aide la Syrie. À une époque, l'Iran aidait, les Russes aussi. Mais la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite, aucun d'eux ne met d'argent. Toutes ces promesses faites à la Syrie, c'est du vent. La situation économique aujourd'hui est pire qu'avant. Donc, il n'y a aucune chance que les Américains puissent installer des radars là-bas, ni en Irak. Tout ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour la machine israélienne. On entend quelque chose du côté des Pakistanais. Je veux dire, pardon de vous interrompre. Sans ces radars, les drones iraniens, vous savez, peuvent faire beaucoup plus qu'avant. Et bien sûr, les missiles iraniens sont aussi plus efficaces. Mais les drones, surtout les drones longue portée, deviennent vraiment beaucoup plus performants. Oui. Et qu'en est-il de la situation avec le Pakistan, professeur Marandi? Il y a eu des informations selon lesquelles le Pakistan essaierait de contacter les Iraniens, de discuter avec eux. Ils enverraient même un message de Donald Trump aux Iraniens. Et ça suscite pas mal de réactions. L'autre point, c'est que certains disent que la Chine exercerait peut-être une forte pression sur l'Iran ou sur les négociations. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est votre compréhension de tout ça? Je n'ai rien entendu à propos de la Chine. Vraiment rien. Je suis sûr que ce n'est pas exact. Mais en ce qui concerne le Pakistan, pour l'instant, il ne se passe rien de particulier, parce que l'Iran, comme je l'ai dit, n'est pas intéressé par un cessez-le-feu. Ce que les Américains doivent faire, c'est appliquer le MOU+, et pas seulement l'accepter. Ils doivent vraiment le mettre en œuvre avant que l'Iran ne bouge. Mais ce ne sera plus seulement le MOU. Il y aura aussi le Yémen, et puis Gaza prendra également une place plus centrale à la table des négociations. Et d'ailleurs, l'élection du nouveau chef du Hamas est un coup dur pour le régime israélien et pour les États-Unis. Les Israéliens ont essayé de manipuler le Hamas et ils ont assassiné des proches du nouveau chef du mouvement pour l'empêcher d'être élu. Mais maintenant, le Hamas a un dirigeant permanent. Son fils a été martyrisé. C'était quelqu'un de très droit, très digne et très intelligent. Donc aujourd'hui, on a le Yémen, on a la résistance en Irak, on a le Hezbollah qui se prépare. Ce n'est pas une bonne situation. Je l'ai déjà dit plusieurs fois pendant cette heure. Les Américains pourraient faire quelque chose de fou. Ils pourraient élargir la guerre, ils pourraient s'en prendre à des infrastructures critiques. Ce dont vous avez parlé au début, à cause de ce que Trump a promis. Il a dit que la semaine prochaine, il ferait ceci ou cela. Mais en quoi ça va aider Trump? Il perdra au final, parce que, quels que soient les dégâts infligés à l'Iran, l'Iran peut causer bien plus de dommages en détruisant les infrastructures de l'autre côté du golfe Persique. Ça mettra fin à l'existence de ces pays. Ça mettra tout simplement un terme à leur existence. Les gens devront évacuer, et ça inclut l'Arabie saoudite. Donc vous voyez, plus on y pense, plus ce que font les Américains paraît insensé. On se dit, bon, imaginons une situation hypothétique, et si on faisait ça? Et là on se dit, non, c'est de la folie. Mais c'est exactement ce que font les Américains. À moins qu'ils aient, je ne sais pas, un plan qu'on ignore, quelque chose de caché derrière des portes closes. Mais enfin, s'ils avaient une telle capacité,
Même en théorie, ils l'auraient déjà utilisé pendant la guerre de 40 jours. Je ne vois pas comment les États-Unis pourraient jouer cette carte, ni même où ils veulent en venir. How the United States would play this, or where they would. I look at the targets here. Je regarde les cibles d'hier. Je dirais que 80% de ces cibles se trouvent au Koweït. Est-ce que ça veut dire que le Koweït s'est placé en première ligne dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis? Yes, Kuwait is playing the most Oui. sinister role of En ce moment, le Koweït joue le rôle le plus sinistre de tous. Le Koweït est bahréen. Mais bahréen, c'est surtout à cause de la base américaine, qui est immense et regorge de matériel américain. C'est d'ailleurs pour ça que les Iraniens frappent bahréen aussi durement. Mais oui, le Koweït, c'est de là que partent beaucoup de missiles qui visent le Khouzestan. Vous connaissez bien cette province, elle n'est pas loin d'où vous êtes, et vous y avez passé du temps. Vous étiez au Khouzestan, donc ils tirent sur votre ville depuis le Koweït. Et ce ne sont pas seulement des avions, il y a aussi des HIMARS et d'autres systèmes de missiles qui sont eux-mêmes détruits par les drones et les missiles iraniens. Franchement, le renseignement iranien est impressionnant. Les Irakiens collectent des informations, les Koweïtiens aussi. Et dès que les États-Unis bougent, les Iraniens se préparent. As soon as the United States makes a move, the Iranians prepare. Oui, oui. Est-ce que vous pensez, professeur Marandi, qu'à la fin de cette escalade, il y aura un peu de bon sens à Washington? Ou bien que l'Iran compte poursuivre cette guerre jusqu'à la fin de la présidence de Donald Trump, pour en quelque sorte la remettre au prochain président des États-Unis? Parce que, vu la manière dont les États-Unis continuent ce jeu de représailles, on a l'impression, comme je l'ai déjà dit, qu'Israël se sent plutôt à l'aise. Je ne sais pas comment, avec la situation dans le détroit d'Ormuz, ils vont pouvoir gérer ça. C'est impossible pour Donald Trump de gérer une telle situation. Israel is not comfortable. Israël n'est pas à l'aise. Le pays traverse une très mauvaise période parce que ses soutiens sont en train de perdre. Ses lignes de défense contre l'Iran sont en train d'être détruites. Et à l'intérieur même du pays, la situation est vraiment mauvaise. Internally in a very bad place. But the Americans, I don't know. I have no Mais les Américains, je ne sais pas. Aucune idée. J'ai arrêté d'essayer de comprendre Trump il y a déjà plusieurs mois. À chaque fois, je crois que je l'ai déjà dit dans votre émission, à chaque fois qu'on m'invite sur RT ou à la télévision chinoise, parce que franchement, les médias occidentaux ne m'invitent presque plus. Ils ont littéralement cessé de le faire depuis la guerre de 12 jours, sauf dans de très rares cas. Mais à chaque fois qu'on m'invite et qu'on me dit « Trump a publié ce tweet » ou « Il a dit ça, pouvez-vous venir en parler ?» Je réponds « Écoutez, si vous voulez, je peux en parler, mais je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. » Parce qu'il est tout à fait capable de dire l'exact contraire 2 heures plus tard. Donc je n'ai pas la capacité de comprendre ce qui se passe dans la tête de Trump. Il faudrait sans doute que je sois un peu fou moi-même pour réussir à saisir sa folie. Mais l'Iran est prêt pour une guerre longue. L'Iran est prêt pour une invasion terrestre. Et comme l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et Al-Sarraf, ou même la mer Rouge, le temps ne joue pas en faveur des Américains. Et je ne vois pas comment les Américains pourraient prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Je veux dire, si les Américains, disons, envahissent avec quelques milliers d'hommes, ils ne peuvent rien faire. Donc s'ils envoient vraiment, disons, 200 000 soldats pour occuper une grande zone autour du détroit d'Ormuz, si l'Iran tire des missiles et des drones sur ses navires depuis des centaines de kilomètres, il n'a même pas besoin de les frapper dans le détroit. Imaginons qu'un navire réussisse à passer dans le détroit d'Ormuz en direction de l'Arabie saoudite. L'Iran peut le frapper depuis Ahvaz. Il peut le frapper depuis Khorramshahr. Il peut frapper depuis le nord du golfe Persique.
L'Iran n'a même pas besoin d'être près du détroit d'Ormuz. Du coup, l'équipe ne peut pas entrer dans le golfe Persique. Certains doivent aller jusqu'au nord. L'Iran peut donc frapper n'importe quelle cible, depuis n'importe où. C'est comme quand il tire des missiles vers la Jordanie, parfois depuis le nord du pays, parfois depuis le sud, parfois depuis l'est, parfois depuis l'ouest, ou même depuis le centre, comme quand il a tiré, par exemple, sur le régime israélien. Il a donc de nombreuses options. On n'est plus au XXe siècle, à planter un drapeau sur la côte en disant « Voilà, les navires peuvent passer maintenant ». Vous savez, contrôler le littoral, ça ne veut plus rien dire avec la technologie moderne. Et au final, ça ne fait qu'inviter les Iraniens à riposter. Je pense que si Israël se sent aussi sûr de lui dans son discours, c'est à cause de ses efforts internes et de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Benjamin Netanyahou veut faire passer ce message à tout le monde, que la situation s'est améliorée, qu'ils ont beaucoup accompli, qu'ils ont détruit le programme nucléaire iranien, qu'ils ont affaibli l'influence de l'Iran dans la région, que l'Iran n'est plus aussi dominant aujourd'hui. Donc, selon cette logique, après la décision d'entrer en guerre contre l'Iran, Israël serait en meilleure position, plus solide. Et c'est pour ça qu'ils estiment ne pas avoir besoin de se joindre au combat pour le moment. Mais en réalité, comme vous l'avez dit, enfin, il y a encore un paradoxe. Le discours sur l'Iran est toujours paradoxal. On dit que l'Iran s'effondre, mais en même temps que c'est une menace grandissante. Comment est-ce possible? Ce paradoxe est impossible à résoudre. Et maintenant, on entend dire « Nous avons détruit le programme iranien, nous avons réussi ». Mais l'Iran a simplement déplacé son programme nucléaire sous une montagne encore plus grande et plus solide. Alors, est-ce que c'est vraiment détruit? Est-ce qu'on est dans une meilleure situation ou dans une pire? Qu'est-ce que c'est au juste? Leur récit n'a jamais de sens. Netanyahou dit « J'ai réussi à les détruire ». Mais en même temps, il dit aux Américains « Non, non, leur programme est en fait pire parce qu'il est maintenant beaucoup mieux protégé ». Et personne en Occident ne relève ces contradictions flagrantes. Enfin, évidemment, le régime israélien n'est pas dans une bonne position à ce stade. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un vrai plaisir.